Dans cette vidéo, je vais montrer comment lire et analyser une balance sheet, et j'utilise le terme anglais plutôt que de parler de bilan financier, puisque comme l'économie américaine c'est la plus grande économie et que leur indice, donc le S&P 500, il performe mieux que le CAC 40, je considère qu'il vaut mieux avoir la majorité de ses investissements dans des entreprises américaines, et comme ces entreprises elles publient leurs résultats en anglais, il faut pouvoir les comprendre en anglais. On va aller chercher un exemple, donc on va regarder la balance sheet de Google. Donc pour trouver ça, on peut taper Google Investors, et ça va nous faire ressortir le site de relations investisseurs de l'entreprise. Donc là, Alphabet, c'est bien la maison mère de Google. Et si j'avais voulu avoir celui d'Apple, bah, j'aurais tapé Apple Investors ou Coca-Cola Investors, peu importe. Donc je vais dessus. Et là, j'ai les derniers rapports trimestriels et annuels de l'entreprise. Donc je vais bien prendre le dernier. Donc en l'occurrence, c'est le Q4, donc trimestre 4 et année entière 2022. Et je vais prendre le 10K. Et si ça n'avait pas été une année entière ou donc juste un trimestre comme le Q3, alors le document se serait appelé un 10Q, Q pour quarter. Donc en l'occurrence, j'ouvre le dernier 10K, je clique sur PDF. Donc là, j'ai le 10K, je fais commande F. Si vous êtes sur Windows, faites CTRL F. On tape balance sheet, on fait entrer quelques fois. Et là, on voit qu'on a la balance sheet page 47. Et la voici. Bon, la première fois que je suis tombé là-dessus, je captais absolument rien, donc c'est complètement normal. Mais voilà, dès qu'on a compris la structure globale du document et qu'on sait à quoi correspondent les termes, ça devient vraiment simple de se faire une idée du niveau de risque d'une entreprise et en même pas une minute, on comprend une balance sheet. Donc déjà, la première étape, le plus important, c'est de comprendre la structure globale. Donc il y a en fait trois éléments importants à connaître. Les assets, donc ça c'est ce que l'entreprise possède. Les liabilities, ça c'est l'argent que l'entreprise doit, ce qu'elle doit payer. Et l'equity, ça va simplement être asset moins liabilities. Et pour bien comprendre, on peut faire une analogie super simple. C'est simplement imaginer que vous ayez un bien immobilier d'une valeur de 300 000 euros. Donc ça, ce serait votre asset, c'est ce que vous possédez. Mais pour acheter ce bien, vous avez fait un prêt immobilier sur lequel il vous reste 200 000 à rembourser. Donc ces 200 000 euros de prêt immobilier, ce sera une liability. Et donc vous avez un asset de 300 000, une liability de 200 000. Donc on fait 300 moins 200 000, enfin 300 000 moins 200 000, et ça vous donne 100 000. 100 000 donc c'est votre equity, et donc c'est en fait votre patrimoine. Donc on peut dire que l'equity c'est le patrimoine net de l'entreprise. Donc maintenant on va pouvoir rentrer dans le détail, on va simplement regarder chaque ligne et puis voir ce que ça veut dire. En commençant par les assets, déjà il faut savoir que c'est toujours rangé du plus liquide vers le moins liquide. Et en fait, quelque chose de très liquide, c'est simplement quelque chose qui peut être converti très rapidement, très facilement en cash. Et donc, ce qui est le plus liquide, c'est évidemment le cash lui-même. Et on va se diriger comme ça, plus on descend, plus on va se diriger vers des choses qui peuvent plus difficilement être converties en argent. Alors, c'est aussi divisé en deux parties. On commence justement par des current assets, donc des assets court terme. Ça, c'est des assets qui vont pouvoir justement être convertis en argent sous moins d'un an. Donc on commence d'abord par le cash et cash equivalence. Donc le cash, c'est le cash lui-même, comme on l'a dit. Et les cash equivalents, c'est des actifs extrêmement peu risqués, comme par exemple des bons du trésor américain. Les marketable securities, ça peut être par exemple des obligations d'autres entreprises que Google posséderait, et donc des obligations à maturité de maximum un an. Ensuite, il nous donne le total donc du cash, cash equivalents et marketable securities. Parce que souvent, quand dans des calculs, on va vouloir voir combien l'entreprise a de cash, on va pas juste prendre cash et cash equivalents. On inclut aussi souvent les marketable securities parce qu'on considère que c'est suffisamment liquide. Et donc, voilà, au lieu de prendre seulement les 22 milliards, on va plutôt considérer que Google a 113 milliards vraiment disponibles. Ensuite, les accounts receivable net, ça c'est des paiements en attente de la part de clients. Ensuite, l'inventory, donc inventaire. Donc pour Google, c'est pas grand-chose, mais ça peut être par exemple des smartphones Pixel qui sont en inventaire et qui ne sont pas encore vendus.
Ensuite, Other Current Assets, ben ça c'est un peu fourre-tout, mais donc c'est d'autres assets qui peuvent être convertis en argent sous moins d'un an. Et il nous donne le total des current assets, donc 164 milliards 795 millions pour Google. Et d'ailleurs, c'est écrit 164 795, mais au-dessus, c'est bien indiqué que les valeurs sont en millions. Et donc 164 795 millions, ça fait bien 164 milliards. On passe ensuite aux non-current assets, donc des assets qui vont être conservés plus d'un an. On commence par les non-marketable securities, qui sont donc en général des parts dans des entreprises non cotées en bourse. Deferred income taxes, ça c'est des montants de taxes que Google a payés en trop et qui leur seront donc remboursés ou bien déduits de leurs taxes à payer futures. Property and equipment, ça c'est souvent des biens immobiliers, des véhicules, etc. Operating lease assets, ça c'est des contrats de location. Donc Google loue certains biens mais ne les possède pas. Et donc il les indique en assets et en fait la valeur qu'il y a en face, là c'est 14 milliards, elle va réduire au fur et à mesure de la durée du contrat de location jusqu'à atteindre 0 à la fin du contrat de location. Intangible assets, ça c'est par exemple des brevets. Et le goodwill, alors le goodwill, il faut que je donne un exemple. Si Google par exemple rachète une entreprise qui l'achète 12 milliards de dollars et que cette entreprise a une book value, donc la book value c'est assez proche dans l'idée de l'equity, donc voilà, retenez que c'est la valeur nette de l'entreprise. Et bien si cette book value de cette entreprise elle est de 10 milliards, mais que Google la rachète pour 12 milliards, il y a comme ça 2 milliards d'excédents en quelque sorte inexpliqués qui peuvent s'expliquer par une image de marque de l'entreprise ou des perspectives de croissance future par exemple. Et donc ces 2 milliards-là, en quelque sorte inexpliqués, on va les mettre dans Goodwill. Puis Other Non-Current Assets, bon ça c'est d'autres assets qui peuvent être conservés plus d'un an. Et on a le total de tous les assets qui est donc de 365 milliards 264 millions pour Google. On peut passer maintenant aux liabilities, donc tout ce que l'entreprise doit. Donc c'est organisé de la même manière en fait. On va d'abord avoir ce que l'entreprise doit à court terme, donc avec d'abord une première partie de current liabilities, donc tout ce que l'entreprise doit dans moins d'un an, et puis des non-current liabilities, donc des sommes qui seront dues au-delà d'un an, et on va comme ça du plus court terme vers le plus long terme. Alors premier élément des current liabilities, c'est des accounts payable, donc c'est simplement des fournisseurs qui nous ont fourni un service mais qu'on n'a pas encore payé. Ensuite, accrued compensation and benefits, c'est de l'argent qui est dû à des salariés pour un travail qui a déjà été fourni. Accrued expenses and other current liabilities, ça c'est d'autres dépenses dont le service ou produit a déjà été consommé mais qui n'ont pas encore été payés. Accrued revenue share, ça c'est de l'argent qui est dû aux actionnaires. Et le deferred revenue, ça c'est de l'argent qui a déjà été encaissé mais dont le produit ou service n'a pas été totalement livré au client. Par exemple, si on fournit un service mensuel à un client, mais qu'on lui fait payer un abonnement annuel, eh bien on ne va pas pouvoir considérer tout le montant de l'abonnement annuel comme du revenu. On va pouvoir seulement prendre donc un douzième chaque mois en fait, tout au long de l'année. Et en attendant, cet argent qui ne peut pas être considéré comme du revenu, ça va être du deferred revenue dans la balance sheet. Et au fur et à mesure que ce revenu peut être considéré comme du vrai revenu, il va être retiré de la balance sheet et on le retrouvera donc dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et tout ça nous donne la total current liabilities, donc le total de ce que l'entreprise doit dans moins d'un an, donc 69 milliards 300 millions pour Google. On passe ensuite aux non-current liabilities, donc tout ce que l'entreprise doit dans plus d'un an. On commence par la long-term debt, donc ça c'est des remboursements d'emprunts qui sont dus dans plus d'un an. Ensuite du deferred revenue non-current, donc ça c'est le deferred revenue comme on avait au-dessus, sauf que là c'est du revenu qui pourrait être pris en compte dans plus d'un an. Income taxes payable non-current, ça c'est des taxes qui sont dues mais qui seront payées dans plus d'un an.
Deferred Income Taxes, ça c'est des taxes dont le paiement a été reporté. Operating Lease Liabilities, ça c'est en lien avec les Operating Lease Assets qu'on avait vu tout là-haut, donc les contrats de location. Sauf que là c'est les paiements de ces contrats de location, donc des loyers en quelque sorte. Puis on a les Other Long-Term Liabilities, donc d'autres liabilities qui sont dues dans plus d'un an. Et tout ça nous donne le total des liabilities, soit 109 milliards 120 millions pour Google. On peut passer maintenant à la partie equity. Donc dans l'equity, on a trois éléments. D'abord cet élément classe A, classe B, classe C, stock and additional paid in capital. Donc ça c'est tout l'argent que les actionnaires ont investi dans l'entreprise, 68 milliards. Accumulated Other Comprehensive Income ou Loss, si c'est entre parenthèses, ça c'est des gains ou pertes latentes dans les investissements que Google a dans d'autres entreprises. Donc par exemple, là sur l'année 2022, actuellement ils ont une perte latente de 7 milliards. Et les Retained Earnings, ça c'est des bénéfices qui n'ont pas été versés en dividendes, donc les bénéfices qui ont été conservés dans l'entreprise. Ces trois chiffres nous donnent le total de l'equity, soit 256 milliards 144 millions. Et là, on peut vérifier si la somme est bonne. Donc on va prendre le total des assets moins le total des liabilities et on va voir si ça nous donne bien l'equity. Donc 365, 264 moins 109, 120. Hop. Et ça devrait nous donner les 256 milliards 144 millions. Et c'est bien le cas. Donc on voit bien que l'equity, c'est les assets moins les liabilities, donc ce qu'on doit, enfin ce qu'on a moins ce qu'on doit. Donc maintenant pour la partie analyse, on va avoir trois ratios qui peuvent être utilisés pour analyser une balance sheet et donc voir le niveau de risque de l'entreprise. Mais déjà, si vous voulez recevoir un résumé super clair sous la forme d'une seule page de tout ce que je dis dans cette vidéo, donc la structure de la balance sheet, ce que veut dire chaque ligne et aussi les ratios dont je vais parler juste après, alors vous pouvez le recevoir par mail en cliquant sur le premier lien dans la description. Un premier ratio qu'on peut utiliser pour analyser la balance sheet, c'est le current ratio. Donc pour le calculer, on prend le total des current assets et on le divise par le total des current liabilities. Donc on va faire le calcul, donc 164 milliards 795 millions divisé par 69 milliards 300 millions. Ça nous donne 2,38. Donc ce ratio, en fait, il sert à dire si l'entreprise a des problèmes financiers et qu'elle a besoin de payer toutes ses obligations court terme, on veut savoir si elle pourra le faire avec ses assets court terme. Donc les assets qui peuvent être revendus rapidement, est-ce qu'ils suffiront à payer toutes les obligations que Google a sous moins d'un an? Et en l'occurrence, on voit que le total des current assets est 2,38 fois supérieur au total current liabilities. Donc ils peuvent sans problème payer toutes leurs obligations court terme avec leurs assets court terme. Et donc ça veut dire que l'entreprise est en sécurité. Et on considère en général qu'un current ratio supérieur à 1,5, ça veut dire que l'entreprise est en sécurité. Un autre ratio qu'on peut utiliser qui est très proche, c'est le quick ratio. Le quick ratio, en fait, ça va être les total current assets moins l'inventory. Et encore une fois, divisé par le total des current liabilities. Donc on va voir ce que ça donne. Alors pour Google, ça ne va pas faire une grosse différence. Mais donc ça fait 164 milliards 795 millions moins 2 milliards 670 millions. Et tout ça divisé par 69 milliards 300 millions. Ça nous donne 2,34. Donc c'est un tout petit peu moins bien que tout à l'heure. Mais c'est quasiment pareil puisque Google c'est une entreprise qui a très peu d'inventaire. Ils vendent très peu de produits physiques. Mais prenons par exemple une entreprise qui vendrait des chemises. En fin de saison, ils vont avoir du mal à revendre leur inventaire au meilleur prix. Ils vont être obligés de faire des grosses promos. Et donc c'est pour ça que ce montant d'inventaire là, si on veut prendre plus de marge de sécurité, on va l'enlever puisque c'est un montant qui n'est pas vraiment garanti. On ne sait pas vraiment combien on va pouvoir obtenir en échange de notre inventaire. Et on considère en général que si l'entreprise elle a un quick ratio supérieur à 1, alors l'entreprise est en sécurité.
Et enfin, un dernier ratio, c'est le Debt to Equity Ratio. Donc on va prendre le total des liabilities, 109 milliards 120 millions, et on va le diviser par l'equity, 256 milliards 144 millions. Et ça nous donne 0,42. Donc ça, c'est un ratio, contrairement au précédent, où plus il est bas, mieux c'est. Et il permet en fait de déterminer à quel point l'entreprise est dépendante de la dette. Et on considère en général qu'un debt to equity ratio inférieur à 1, c'est quelque chose de positif. Autre chose qui peut être intéressant, c'est de voir l'évolution de la balance sheet sur plusieurs années. Donc pour ça, on peut aller sur Yahoo Finance et on va chercher la balance sheet de Google. Donc voilà, premier lien. On va dans l'onglet Financials, Balance Sheet et Annual. Et là, on a les 4 dernières balance sheets. Et on voit par exemple que le total des assets de Google a augmenté sur les 4 dernières années constamment. Les liabilities aussi, mais moins vite que les assets, donc c'est pas gênant. Et après, on pourrait aller plus en détail. Donc par exemple, le niveau de cash et cash equivalents, on voit qu'il a baissé en 2022 par rapport à 2021 de à peu près 30 milliards. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait creuser par exemple. C'est tout pour cette vidéo. Donc en résumé, la balance sheet, c'est un moyen simple et rapide de se faire une idée du niveau de risque d'une entreprise. Si vous voulez recevoir le résumé PDF sous la forme d'une seule page avec la structure, la définition de tous les termes et les ratios, vous le trouverez dans le premier lien en description. Et à plus!